On imagine l'os comme étant inerte parce qu'on voit des os de cadavres, en fait, hein, à vrai dire. Alors qu'en réalité, c'est un tissu vraiment vivant. Il constitue le squelette. Bon, 206 os dans l'organisme, ça c'est une spéciale dédicace pour Catherine qui se demandait combien il y avait de vertèbres. Donc voilà, elle pourra frimer la prochaine fois. Sa composition lui permet d'être rigide et élastique. Alors, il est composé d'éléments minéraux comme le calcium et le phosphore qui lui donnent cette composante rigide. Et il est composé d'éléments organiques, d'eau et de protéines qui lui donnent une certaine élasticité. S'il est trop rigide, il devient cassant, comme dans la maladie des os de verre. Et s'il est trop élastique, il devient déformable, comme dans l'ostéomalacie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Ceux qui font de la médecine chinoise seront sensibles à ça, entre sa rigidité et son élasticité. Il a beaucoup de fonctions. Alors évidemment, le rôle mécanique, vous le comprenez facilement, il sert de soutien aux muscles, il sert lors de la marche, il sert à protéger les viscères. Donc j'ai une boîte crânienne, un cerveau qui est protégé par mon crâne. Vous comprenez aussi que les côtes viennent protéger les organes nobles du thorax. Voilà. Ce que vous connaissez moins en général, c'est le rôle métabolique. Donc, comme il est riche en calcium, l'os va servir de réservoir de calcium et il va pouvoir en libérer dans le sang si le taux de calcium dans le sang se trouve trop faible. Donc, on a un principe d'homéostasie dans le corps humain, c'est-à-dire on a des constantes qui doivent rester constantes justement, et c'est le cas du taux de calcium dans le sang. Donc, ça permet une bonne contraction musculaire, ça permet une bonne contraction du muscle cardiaque, ça permet une bonne activité de transmission, de conduction neurologique. Donc, je dois avoir toujours le même taux de calcium dans le sang. Si j'avais un taux de calcium bas dans le sang, je vais piocher dans mon os pour rétablir ce taux, de sorte à avoir toujours ces fonctions vitales de contraction cardiaque qui soient assurées. Si bien qu'à force de piocher dans mes réserves calciques, je vais peut-être arriver à une déminéralisation. Je vous parle du cas le plus fréquent, de celui que vous allez rencontrer en cours de yoga. Voilà, on va détailler ça. Hein, donc, ce rôle métabolique de réservoir de calcium. L'os, il sert aussi, dans la partie de la moelle osseuse, la moelle hématopoïétique, c'est un gros mot, à synthétiser les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tissu noble, un tissu important, un tissu vivant. Et nous, en yoga, on a un gros rôle sur la qualité osseuse, à plein de niveaux différents. Parce que l'os est donc en perpétuel remodelage. Sans arrêt, on construit de l'os et sans arrêt, on prend dans l'os, on déminéralise l'os pour amener du calcium notamment et du phosphore dans le sang. Et donc cet équilibre perpétuel, ce remodelage, va réagir aux excès de traction, à l'activité physique et aux hormones notamment. Alors, les excès de traction, c'est quoi? C'est pas une activité trop forte une fois. Les excès de traction, c'est toujours la même chose. C'est une activité pas forcément très intense, mais répétée très souvent, très régulièrement. Et donc, je vais créer une traction, je vais créer un étirement perpétuel. Donc là, par exemple, c'est le cas, j'ai une aponévrose plantaire sur un pied creux, d'accord? J'ai répété trop souvent cette traction et j'ai construit de l'os. Hein, j'ai calcifié autour de l'insertion de l'aponévrose plantaire, j'ai fait une épine calcanéenne. Donc ça, c'est un excès de traction. Malheureusement, voilà, bon, l'épine calcanéenne en yoga, je ne crois pas que ça existe trop parce qu'en règle générale, on se place bien, mais au niveau des épaules, ça peut être plus fréquent. Donc vous voyez, là, j'ai calcifié, j'ai un tendon au niveau d'une épaule, le tendon sus-épineux, hein, je l'ai calcifié, j'ai fait un excès de traction répétée, peut-être par exemple dans des chaturanga répétés, des épaules mal placées. J'ai fini par créer de l'os calcifié sur une tendinite. Mais en règle générale, la calcification, elle sert aussi par exemple plutôt à réparer des fractures. J'ai une fracture, je vais faire un cal osseux et je vais revenir à l'identique. Bon, je ne dis pas que ce sera rapide, hein, mais ce remodelage osseux, il a la propriété de faire cicatriser parfaitement l'os.
Donc, mon remodelage va être… Alors, oui. Muriel, excuse-nous, mais tu peux pas nous laisser là avec cette histoire de chaturanga. Il faudrait que tu nous donnes l'information, ton point de vue sur l'information pour ne pas créer ça dans chaturanga. Alors, mauvais placement dans le chaturanga, répéter des dizaines de fois avec tout le poids du corps. C'est quoi un Euh, mauvais placement pour toi? faut tout reprendre là, parce que là, on va pas réussir à finir. Bah, par exemple, non, je vais dire très simplement, mauvais placement, ça va être le débutant qui n'a pas, par exemple, la force physique et qui va pas vouloir poser les genoux à terre au début. Enfin, on peut rester là-dessus, ou quelqu'un qui va descendre trop Trop bas de dans poids. trop de Trop de poids, par poids. exemple, voilà, D'accord. et qui Ok. va forcer dans la manière. Donc, j'ai pris cet exemple-là, c'était plutôt pour vous alerter sur le fait que attention aux mouvements répétés, et donc dans la série 1 d'Ashtanga, attention à ces vinyasas qu'on refait tout le temps. Bon, il n'y a pas besoin d'être kiné pour s'en douter. Le mouvement, si on le refait souvent, il risque d'amener plus de pathologies que si on ne le fait qu'une fois au cours de la série. Ça va? Plus ou moins, Excusez-moi, je quand… pense que c'est Ah, vraiment un sujet à traiter en profondeur et que c'est un peu délicat de le passer comme ça. Mais bon, pour Ça là, on marche. va passer comme ça. Merci, ça m'arrange. J'ai pas les vidéos, je le marque. Regarde, je le marque pour la prochaine fois. Je marque nutation et chaturanga. Qu'est-ce que tu Moi, as… en Il y a fait, quelqu'un d'autre qui voulait parler? ça, c'est vraiment un bon sujet à traiter. Est-ce que le mouvement répété, comment est-ce que le mouvement répété peut devenir pathologique ou pas Voilà. pathologique? C'est un vrai Moi, sujet pour le yoga. c'est ça que j'aimerais que vous visualisiez, là, que vous reteniez. Mouvement pathologique, là, je sais même pas chez cette personne qui a créé le mouvement, c'est vraisemblablement simplement sa posture en pied creux. On voit qu'elle a les orteils déformés aussi, et on voit qu'elle a carrément calcifié. Donc ça va être galère à traiter. Ça, je peux vous dire qu'en rééducation, ça va être long. Et ça aussi, si j'en suis au stade d'avoir calcifié, ça va être difficile à traiter. Quelqu'un d'autre avait une question? oui, excusez-moi, quand on parle justement de traction répétée comme ça sur un mouvement qui est mal géré et qu'on crée Oui. une calcification, quel est le terme à part calcification? Comment vous appelez ça? Excès de traction, par exemple, Excès de ou traction. ouais, D'accord, voilà, c'est ça que vous verrez dans les livres, un excès de d'accord. traction. Et ça peut porter à confusion parce qu'on peut imaginer un mouvement violent répété une fois, mais en général, un excès de traction fait plutôt appel à un mouvement répété, Ok, merci mal beaucoup. positionné, je vous en prie. Donc la pathologie de là oui, alors donc le remodelage osseux va dépendre donc de l'activité physique. Il est recommandé une activité physique régulière mais pas trop intense, sans excès de traction, et va dépendre beaucoup aussi du statut hormonal, hein, notamment après la ménopause, on va avoir tendance à perdre sa masse osseuse, à décalcifier. Donc voilà, en yoga, tout ce qui va contribuer à l'équilibre hormonal va contribuer à une bonne santé osseuse. La pathologie de l'os, c'est la fracture. Donc voilà, ça cicatrise bien en règle générale. Il n'y a pas de pathologie particulière. La déminéralisation, il faut garder à l'idée aussi qu'il y a des tumeurs et des métastases au niveau osseux, surtout sur les cancers du sein, prostate et poumon, qui sont des cancers quand même très fréquents. Cancer du sein, cancer du poumon, cancer du prostate, pardon. Vous aurez beaucoup de yogis, donc méfiez-vous quand vous avez ces antécédents-là. Ostéoporose, regardez, c'est donc l'ostéoporose. On la détecte à partir d'un examen qui s'appelle une densitométrie osseuse. C'est un examen qui est prescrit en général par votre médecin généraliste ou le gynécologue à partir de la ménopause et qui va mesurer le taux de minéralisation, si vous voulez, de l'os. Quand on est dans un premier stade, on parle d'ostéopénie, et quand on passe à un stade vraiment de maladie avérée, on passe en ostéoporose. Mais ça, je tiens à vous dire les termes parce que je suis persuadée que vous aurez des pratiquants qui vont arriver avec tiens, j'ai fait ma densitométrie osseuse, j'ai une ostéopénie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pense que c'est bien d'avoir entendu ces termes-là. L'ostéoporose, ça veut dire qu'on a un risque fracturaire plus élevé. Regardez les sites de fracture. C'est le tassement vertébral, c'est la fracture du col du fémur et c'est le poignet. Donc moi, je suis toujours très vigilante en cours. Attention aux tassements vertébraux. Ça peut se faire sur des mouvements. Donc là, c'est déminéralisé, les plus faibles. Ça peut se faire sur des mouvements très simples du style je tombe sur mes fesses. Vous savez, je fais une posture accroupie, mal gérée. Vous voyez, je tombe sur le coccyx. Attention. Voilà, fracture du poignet aussi, le nombre de pratiquants, surtout plutôt quand on débute, hein, qui passent par exemple à quatre pattes de manière un petit peu forte sur leur poignet, on se méfie. Hein, c'est en général les mêmes qui sont susceptibles d'être en ostéopénie ou ostéoporose.
une fracture, un tassement vertébral, ça donne ça. Voilà. Donc, vous voyez, l'os est devenu friable, il s'est tassé, donc là, je suis à l'avant de ma vertèbre, et ça me donne donc une morphologie syphosée, enroulée. J'ai perdu de la taille. Voilà, c'est un tassement vertébral et j'ai un risque fracturaire élevé sur un traumatisme mineur ou sur un traumatisme répété. Donc, la dernière patiente que j'ai eue au cabinet qui s'était fait un tassement vertébral, c'était en prenant le bus. Hein. Le bus, il y a eu le chauffeur de bus a roulé un petit peu vite sur un dos d'âne, elle s'est fait un tassement vertébral. Ça vous donne une idée du niveau de traumatisme. Ce n'est pas forcément quelque chose de très lourd. La prévention, ça va être l'activité physique, donc ça va être vous quoi, en yoga, l'hygiène alimentaire et le rôle hormonal, voilà, particulièrement autour de la ménopause. Les articulations, qu'est-ce que c'est? Une articulation, c'est une zone de contact entre deux os contre os. Et à ce niveau-là, j'ai donc du cartilage qui vient en contact sur les deux surfaces articulaires. Le cartilage, il est blanc nacré. Et là, écoutez-moi bien, le cartilage, pour faire simple, c'est une seule chance dans sa vie, d'accord? Lui, il n'est pas vascularisé. Lui, contrairement à l'os, il n'a pas la même capacité de remodelage. On peut même considérer que c'est quasiment nul. Le cartilage, on n'en a qu'un, on a un capital cartilagineux et il va vraiment falloir en prendre soin. Parce que ça, on ne sait pas encore comment le réparer. On va vous proposer des thérapies palliatives, mais on ne sait pas reconstituer du cartilage. Il y a beaucoup d'études en cours, mais concrètement, ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, le cartilage doit être particulièrement respecté. Il se régénère peu, contrairement à l'os. Okay, comment on respecte ces cartilages? Ah, ben voilà. Regardez, ça, c'est un récurvatum de genou et un récurvatum de coude. Quand j'ai cette morphologie-là, et quand je me mets souvent dans mes extrêmes comme ça, dans mes amplitudes extrêmes, je ne respecte pas mes cartilages. D'accord? Et ça, en yoga, vous êtes nombreuses à avoir ce genre de morphologie. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes venues au yoga, parce que vous aviez une certaine forme de laxité, d'amplitude articulaire. Et en général, c'est génial, parce que quand on a cette capacité-là, on fait des trucs super en yoga. Donc, c'est au professeur de yoga de savoir guider et de dire non, attends, replace tes coudes, hein, replace-toi, aligne correctement tes segments, ne va pas claquer tes genoux vers l'arrière. Voilà. Est-ce que ça va, Vanessa, ça? C'est du vécu? Hein, voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que je le rappelle, si on va dans les amplitudes extrêmes, non physiologiques, on ne respecte pas ces cartilages, on les dégrade prématurément et on a peu quand même de solutions pour les reconstituer. Donc, les articulations ont deux impératifs. C'est à la fois d'être mobile et stable. Regardez dans cette posture, j'ai une hanche qui doit être extrêmement mobile pour élever le pied et j'ai une hanche qui doit être extrêmement stable parce qu'elle prend tout le poids du corps et donc je dois m'équilibrer. Donc, j'ai ces deux contraintes, stabilité et mobilité à la fois, si bien que pour chaque articulation, donc la hanche, elle doit être très mobile, donc j'ai une forme de tête ronde qui se met dans un cotyle qui va être renforcé par du fibrocartilage, voilà, pour augmenter la congruence, c'est-à-dire la manière dont les deux surfaces s'emboîtent. J'ai également des bourrelets suivant les articulations, une capsule, c'est-à-dire un manchon fibreux et des ligaments. Alors là, vous verrez des descriptions de toutes les articulations. Je ne sais pas si ça présente vraiment beaucoup d'intérêt pour vous de savoir tous les types d'articulations. Je pense qu'il vous faut apprendre surtout articulation par articulation, comment elles bougent. Voilà, les pathologies de l'articulation, ça peut être la fracture. Vous voyez ici, j'ai une fracture du fémur, j'ai eu la chance, j'ai cassé que l'os. Ici, j'ai eu moins de chance, mon trait fracturaire, il est passé au niveau du cartilage. Et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Donc, si vous avez un yogi qui revient après une fracture, essayez de savoir si le cartilage a été atteint ou pas. Ça change quand même beaucoup la notion de reprise. Je peux avoir une luxation. Vous voyez, sur une articulation, c'est ce qu'on appelle vulgairement, je me déboîte, d'accord, je me désaxe les deux os. Je peux avoir de l'arthrose, je vous montre la photo, voilà, ici, j'ai un vieillissement, pardon, excusez-moi, de l'arthrose, alors vous avez disparu, j'aimerais vous retrouver.
Voilà. J'ai de l'arthrose, j'ai le vieillissement de mon cartilage, vous voyez, il s'est érodé. Et puis j'ai l'arthrite. Alors, bon, ça signifie globalement l'arthrite, une inflammation de l'articulation. Et ça, c'est pareil, il faut que vous appreniez ce qu'est une inflammation. Je le fais très rapidement là, une première fois. L'inflammation, c'est 4 signes. Les 4 signes, ça va être la douleur de repos. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir mal, et plus particulièrement quand je ne fais rien, quand je me repose, et notamment la nuit. Je vais avoir un gonflement, vous voyez. Je vais avoir une articulation rouge, plutôt, et de la chaleur dans l'articulation. Ces 4 signes d'inflammation, il faut toujours les rechercher. Quand vous avez un yogi qui veut reprendre après une blessure, parce que quand on est, alors évidemment, si vous avez, je vais rajouter aussi l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir utiliser le membre normalement. Donc une boiterie ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, si vous avez ce yogi qui arrive là avec ce type de genou, j'imagine que personne ne va lui dire de faire du yoga Ashtanga. Mais si vous avez un yogi qui vous dit j'ai eu mal à mon genou, j'ai beaucoup mal la nuit, bon bah faut que ça fasse tink maintenant. Les douleurs nocturnes sont un critère quand même plutôt de repos et de consultation médicale. Voilà, les douleurs nocturnes doivent vous alerter. Alors, l'arthrose, c'est aussi ce qu'on appelle le rhumatisme. Hein. Vous avez, ça, vous allez en entendre parler. C'est le vieillissement du cartilage. Comme je vous ai dit, on n'a pas de traitement curatif, on n'a que des traitements palliatifs. Le traitement, ça va être essentiellement de maintenir les amplitudes articulaires, trouver de la souplesse, lutter contre l'enraidissement, faire un exercice physique modéré. Donc, il me semble que le yoga a complètement sa place à ce moment-là. Et une hygiène alimentaire. Alors, hop, j'ai des conversations. Voilà, ça me rappelle la cheville de Catherine. Oui, exactement. C'est très fréquent au niveau des entorses de la cheville. Et moi, je pense que c'est un bon paramètre pour vous pour savoir à quel moment on peut reprendre. C'est de poser la question de ces douleurs nocturnes. Tant qu'il y a des douleurs nocturnes, il me semble que c'est trop tôt pour reprendre. Enfin, tout dépend du type de pratique et tout dépend du niveau de pratique aussi. Hein, donc, c'est compliqué d'être catégorique. Mais les douleurs nocturnes, apprenez à vous en méfier et surtout à poser la question. Alors, le ligament, c'est quoi? C'est une structure qui va venir unir 2 pièces osseuses. Le ligament ne se contracte pas, d'accord? Il a un rôle mécanique, un rôle passif. Passif, ça signifie en anatomie qu'il ne se contracte pas. Et il a un rôle beaucoup plus intéressant qu'il faut que vous appreniez, c'est son rôle proprioceptif. C'est pareil, c'est un terme que vous devez connaître. La proprioception, c'est quoi? C'est le fait que dans le ligament, j'ai des capteurs de position, des capteurs d'étirement, qui vont envoyer au cerveau, ça signifie une intégration corticale, qui vont envoyer au cerveau un message de positionnement. Et en réponse, j'aurai une contraction musculaire. Donc, on est bien d'accord que le ligament ne se contracte pas, mais de par sa position, il va permettre quand même, il va donner au cerveau l'ordre d'une contraction musculaire. Et c'est sans doute la partie la plus intéressante à retenir dans les ligaments. On se rend compte de plus en plus que leur rôle de maintien passif, finalement, est moins important que leur rôle proprioceptif, notamment après l'exemple que vous avez pris de l'entorse de cheville de Catherine. Tiens, regardez, elle est là, l'entorse de cheville. Voilà, je fais une entorse, donc c'est bien un ligament qui a souffert, c'est le ligament latéral externe de la cheville qui a été étiré. Il peut être étiré sur différents stades, ça peut même aller jusqu'à la rupture. Je vais retrouver les signes de l'inflammation, regardez, on les retrouve bien là, je les rappelle, la chaleur, la rougeur. Alors rougeur dans un premier temps, hein, d'ailleurs je trouve que c'est un mauvais signe en général de l'inflammation, on voit beaucoup plus l'œdème, on voit beaucoup plus l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de boiter, de ne pas pouvoir utiliser le membre normalement, la chaleur et la douleur, surtout de repos. Voilà. Cicatrisation d'un ligament, 3 à 6 semaines, tout dépend de la gravité de l'entorse. Il faudra se poser la question de savoir si, par hasard, on n'a pas eu un petit arrachement osseux, si le ligament n'a pas tiré tellement fort qu'il a arraché un petit bout d'os.
et s'il n'y a pas eu une lésion du cartilage de l'articulation de la cheville dans l'entorse. Est-ce que les surfaces articulaires n'ont pas frotté, ne se sont pas abîmées? Ce ne sera pas du tout la même conséquence en termes de reprise, en termes de rééducation, si j'ai une lésion cartilagineuse, un arrachement osseux ou juste un ligament étiré. D'accord? Pardon, excusez-moi. Oui, Donc l'entorse, c'est une pathologie du ligament. Du ligament, tout à fait. Ok, ça va, super, merci beaucoup. Et on peut avoir des pathologies associées sur le cartilage ou sur un arrachement osseux, mais l'entorse, c'est un étirement du ligament en dehors de sa longueur habituelle, au-deçà de sa longueur habituelle. Merci beaucoup. Et donc en rééducation… Pardon Muriel, ça a été un peu écoute. trop vite juste avant tu disais que il a ce rôle, le ligament, de donner l'ordre. Proprioceptif. Voilà, d'accord, je reviens là-dessus alors, sur le rôle proprioceptif. Donc le ligament a un rôle mécanique, il tient deux os. Vous voyez, par exemple, je prends je sais pas moi, un ligament sacro-iliaque, il tient le sacrum à l'iliaque. D'accord? Il a ce rôle de contention, il fait comme une corde entre deux os, si vous voulez, une corde un petit peu élastique. Mais ce qui est plus intéressant, et maintenant ce qu'on développe beaucoup en rééducation, c'est son rôle proprioceptif. C'est qu'il ne fait pas que tenir en fait, il envoie énormément d'informations au cerveau sur le positionnement des os. Et à partir de là, notre cerveau est capable de renvoyer des contractions musculaires, des ordres de contraction musculaire pour ajuster le placement. Donc, notamment, par exemple, ces ligaments aussi, grands ligaments sacrosciatiques et petits ligaments sacrosciatiques, ici, évidemment qu'ils tiennent, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient très riches en capteurs et qu'ils avaient un rôle de placement fondamental dans ces histoires de nutation contre nutation et placement du bassin, ajustement du bassin. Donc, en rééducation, on va vraiment, il ne faut jamais oublier cette phase proprioceptive et le traitement, rapidement, on va traiter l'œdème, l'inflammation, ok, ça c'est important, mais ce qui va être plus important, c'est de ramener cette connexion proprioceptive, c'est-à-dire que sur un ligament qui a été trop étiré, qui s'est micro-fissuré, qui a été inflammé, il faut que les récepteurs recommencent à fonctionner, recommencent à envoyer des messages au cerveau et reviennent. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Si vous avez déjà eu une entorse de la cheville chez le kiné, on vous a mis sur un plateau de Freeman, vous savez, qui s'équilibre comme ça, qui vous déstabilise. Hein, vous voyez un peu ce que je peux dire? C'est aussi ce que vous travaillez quand vous faites toutes les postures d'équilibre en yoga, bien sûr. Ok, ça va pour la cheville et le ligament? La structure musculaire. Donc, si je regarde un muscle en coupe, il est constitué de fibres musculaires. Donc, les fibres musculaires se contractent, se raccourcissent, emballées par une aponévrose. Et puis de nouveau, un faisceau de fibres emballées par une aponévrose et encore des fibres musculaires réemballées par une aponévrose. Vous voyez? Donc, j'ai des couches de fibres contractiles et des couches d'aponévrose. Le muscle s'insère sur l'os par un tendon. Ce n'est pas obligatoire. Parfois, il s'insère directement sur l'os. Parfois, il s'insère par un tendon. Donc, le tendon, par rapport au ligament, c'est à peu près la même structure fibreuse, mais la grosse différence, c'est qu'un ligament rattache un os à un os, alors que le tendon rattache un os à un muscle. Ok? Voilà. Le tendon, de la même manière que le ligament, ne se contracte pas. Il a un rôle passif, d'accord? C'est-à-dire, il ne se contracte pas, il maintient. Mais il a un rôle proprioceptif aussi très important. Il donne énormément d'informations au cerveau sur le positionnement musculaire. Le tendon, pardon? Oui. C'est le tendon qui ne se contracte pas, mais qui a aussi un rôle proprioceptif important. Exactement. Donc finalement, c'est simpliste, mais ce sera facile à retenir comme ça. Tendon et ligament, vous pouvez considérer que c'est à peu près le même genre de structure.
que la principale différence entre les deux, c'est que le tendon relie un muscle à un os, alors que le ligament relie un os à un os ou à un viscère. Ok, D'accord ? merci beaucoup. Oui. La pathologie du muscle, ça va être la courbature. La courbature, c'est une déchirure d'une aponévrose, d'une petite structure d'emballement. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin vous remarquez peut-être plus parce que vous êtes bonne pratiquante, mais on a beaucoup plus de courbatures sur des étirements que sur des contractions, que sur des efforts en contraction. Donc la courbature, ce sont des petites lésions de ces enveloppes fibreuses, d'accord ? Ces enveloppes fibreuses, elles ne se contractent pas. Il y a des déchirures, on peut déchirer des fibres musculaires, là ça va être sur des courbatures aussi plus importantes, des déchirures, du claquage, tout ça c'est toujours la même chose, tout dépend du nombre de fibres qu'on a déchirées. Je peux avoir une béquille ça c'est plutôt un écrasement. J'ai pris un choc dans le muscle, j'ai écrasé mon muscle en général contre l'os derrière. Et puis j'ai des maladies neurologiques que vous ne verrez pas, vous ici, dystrophie, myopathie. Puis il y a des pathologies du tendon, donc on va pouvoir reparler de ces excès de traction. La pathologie du tendon, c'est la tendinite ou la rupture du tendon d'Achille. Mes amis, c'est galère à traiter, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est long, c'est difficile, c'est souvent chronique. Les tendinites, c'est quelque chose de difficile à traiter. D'accord ? Et la tendinite, du coup, elle est due à quoi? Excusez-moi, c'est la répétition, pareil, d'un mouvement qui est mal exécuté? Exactement. Excès de traction sur ce tendon. Répétition d'un mouvement mal exécuté, dans le non-respect des axes, d'un effort trop intense, un plan d'entraînement par exemple, tiens, je fais du yoga depuis des années, je fais toujours ma série, et puis je vais me mettre au footing et je vais commencer un plan d'entraînement très peu progressif, je vais rajouter trop de contraintes musculaires d'un coup. Finalement, le corps aurait peut-être été capable de supporter ça si j'avais été plus progressif. Voilà. Les douleurs de tendinite sont insidieuses parce qu'elles apparaissent petit à petit. Au début, on ne se rend pas trop compte, ça va, et puis quand je suis à chaud, ça passe, et puis quand je consulte, souvent, c'est trop tard. C'est souvent aussi pour ça que c'est difficile à traiter. Ok, merci. Ok. J'insiste sur les tendinites, ne négligez pas un pratiquant qui souffre d'une tendinite. Ne négligez pas parce que c'est compliqué à traiter. Voilà. Le muscle, il y a un petit peu de vocabulaire à connaître sur le muscle. Deux muscles qui travaillent, c'est un peu simpliste, mais retenez ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Deux muscles qui font le même mouvement, on va dire qu'ils sont synergiques ou agonistes. Et deux muscles qui font un mouvement opposé sont antagonistes. Antagonistes. Je peux avoir des muscles monoarticulaires qui ne traversent qu'une articulation, ou polyarticulaires le plus fréquemment, qui vont traverser deux articulations. Comme ici, mon biceps va traverser l'articulation de l'épaule et du coude. Donc, vous verrez les dénominations monoarticulaires ou polyarticulaires. Vous lirez ça dans les bouquins d'anatomie. Globalement, le muscle se contracte. Donc, quand il se contracte, il se raccourcit et son volume augmente. Je rapproche mes deux insertions, je me contracte, son volume augmente. On verra que ça, c'est une des formes de contraction. C'est la contraction concentrique. Je viens dans le diapo d'après, ne paniquez pas. Quand je contracte mon muscle, je rapproche ces deux insertions. C'est la manière la plus évidente pour vous et c'est la manière qui est décrite par défaut dans les bouquins d'anatomie. Quand on vous parle de la manière dont un muscle se contracte, par défaut, c'est toujours quand il rapproche ses extrémités. Il se raccourcit. En général, quand on vous décrit le mouvement d'un muscle, on vous décrit toujours avec une partie fixe et une partie mobile. Par exemple, là, je peux dire de mon biceps, tiens, si je fixe l'articulation de mon épaule, mon avant-bras va avoir un mouvement de flexion. Je pourrais décider de fixer l'avant-bras et de bouger l'épaule, ça donnerait un autre mouvement. D'accord ? Pardon. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est une insertion?
Une insertion, c'est l'accroche du muscle. Accroche. Voilà, le muscle s'insère soit sur un tendon, soit par l'intermédiaire d'un tendon sur un os, comme ici pour le biceps, soit il s'insère directement sur l'os. Donc, c'est son insertion. J'ai une insertion du muscle, un corps musculaire, une autre insertion. Oui, j'écoute. Et son point de départ, ça s'appelle l'origine, c'est ça? Ou pas du tout? L'origine. Donc, dans les bouquins d'anat, vous verrez souvent l'origine ou insertion, le trajet et sa terminaison. Vous aurez aussi une description de son corps. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous devez retenir globalement que le muscle a deux propriétés fondamentales, celle de se contracter en se raccourcissant et celle de s'étirer en s'allongeant. C'est clair? Quand il s'allonge, son corps musculaire, merci, s'affine. Hein, il devient plus fin, il s'allonge. Bon, attention, jusque-là, c'était clair. Là, on aborde quelque chose d'un petit peu compliqué et Vanessa est contente parce qu'elle voit un chaturanga apparaître. Alors, le muscle a 3 modes de contraction. Et ça, c'est vraiment important à comprendre et j'avoue un petit peu compliqué. Donc, tout le monde revient avec moi là bien maintenant. Il n'y a plus que 2 diapos compliqués et après, on fait de la palpation. Ça, vous allez pouvoir relâcher les neurones. Alors, je prends toujours l'exemple de mon biceps qui fait donc une flexion de coude. La flexion, c'est quand la main se rapproche de la bouche. D'accord? Flexion de coude. J'ai un premier mode de contraction qui est celui qu'on vient de voir, c'est le mode concentrique. Les 2 extrémités vont se rapprocher. Voilà. Et donc mon muscle se raccourcit, augmente de volume. Je suis en mode concentrique. C'est en général le mode qui est décrit par défaut dans les bouquins d'anatomie. Quand on vous parle de l'action d'un muscle, c'est toujours en mode concentrique. Si ce n'est pas en mode concentrique, on vous le précise. Ce mode concentrique de renforcement musculaire permet d'augmenter la force musculaire, permet d'augmenter la masse, prise de masse musculaire. Ça permet d'augmenter le volume du muscle. Hein, donc, quand on fait de l'haltérophilie, on aime bien ce mode concentrique. Et ça permet d'augmenter la coordination. J'augmente mon schéma moteur, ma connaissance du corps. Ok. J'ai un deuxième mode de contraction qui est le mode excentrique. Pardon, je vais redescendre un peu. Donc cette fois-ci, j'ai toujours la même personne qui tient son haltère, mais il va la laisser redescendre doucement. En anatomie, on l'appelle mode excentrique, mais moi je trouve beaucoup plus simple d'utiliser le terme mode freinateur. J'avais mon haltère et j'ai freiné la descente de l'haltère. Ce qui est très difficile à comprendre là, au début, c'est de comprendre que c'est le même muscle qui a fait le mouvement, alors que pourtant, je fais une extension de coude. On est d'accord, mon coude se tend, je fais une extension de coude. Et pourtant, c'est un muscle fléchisseur qui a travaillé. Donc, j'ai retenu le mouvement. Pour comprendre ce qui se passe, il faut toujours se demander ce qu'il se serait passé sans contraction musculaire, c'est-à-dire sans intervention musculaire, juste avec la pesanteur. L'haltère serait tombée d'un coup, poum. Et là, mon biceps, mon fléchisseur, a retenu le mouvement. Alors, moi, ça m'a fait des nœuds au cerveau quand j'étais en école de kiné, de savoir quel muscle travaillait dans quel mouvement. Et en plus, c'est très complexe. Ça dépend vraiment si la main est posée au sol ou pas posée au sol. Donc, ce que je vous propose de retenir aujourd'hui, c'est il y a 2 modes de contraction en mouvement. Il y a un mode où le muscle se raccourcit, je fais du concentrique, et un mode où je freine, où je ralentis le mouvement, un mode excentrique ou freinateur. Et là, je dois garder à l'esprit que mon muscle va s'allonger. Et ce qui va particulièrement s'allonger, ça va être aussi toutes les structures tendineuses dans le muscle, toutes les aponévroses. Ça veut dire que j'ai un risque de blessure plus élevé parce que je vais être sur du tissu fibreux quand je vais faire un mode freinateur. Je vais allonger le muscle, allonger les aponévroses.
j'ai un risque de blessure plus élevé. Mais en même temps, ça va être un moyen justement de travailler le tendon et de travailler mes aponevroses. Donc, bien maîtriser, ça va me permettre de rééduquer mes tendinites. C'est ce qu'on utilise sous le terme de protocole de Stanisch. Vous l'avez peut-être déjà testé, notamment pour des tendinites d'Achille. C'est très fréquent. Et les kinés, on nous apprend à maîtriser ça, notamment savoir quelle charge je peux mettre, quel poids du corps je peux mettre, à quel moment je travaille, quelle vitesse. C'est un protocole très précis. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que dès que je suis en mode freinateur, où je ralentis un mouvement, je suis dans un mode musculaire qui présente plus de risques de blessure. C'est pour ça que Chaturanga est une posture particulièrement complexe à maîtriser parce que j'ai tout le poids de mon corps, parce qu'aussi je travaille avec les mains au sol, ce qui est moins habituel en général pour le commun des mortels, et parce que je répète très souvent ce mouvement au cours de la série 1. Donc j'ai tout intérêt à apprendre particulièrement à le maîtriser et à le corriger chez mes pratiquants. C'est un mode freinateur excentrique, je fais attention plus particulièrement. Ok, ces deux mouvements, celui où je monte en concentrique, celui où je freine, je bouge, donc c'est un mode dynamique. À l'inverse. Une question sur le tendon d'Achille. Comment tu travailles en mode freinateur? Au bord d'une marche, très souvent, par exemple, je mets le patient face à l'escalier, je lui mets la pointe de pied sur la marche et le talon dans le vide. Voilà. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que la remontée ne doit pas se faire par le mollet, sinon je repasse sur un mode concentrique. Je dois la faire soit avec mes bras, soit avec l'autre pied. Je peux le faire aussi de manière très simple en faisant des squats. Ah oui. Voilà, des demi-squats. Le protocole de Stanisch, il est beaucoup décrit avec des demi-squats. D'accord? Retenez ça. Mode freinateur égale plus gros risque de blessure. C'est tout ce qui serait bien que vous reteniez pour aujourd'hui. Et j'ai un mode statique, c'est le mode où je ne bouge pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de contraction musculaire. Hein, on le sait bien, en chien la tête en bas, par exemple, on ne bouge pas, mais on sait qu'on travaille quand même. Enfin, surtout quand on débute. Hein. Vous travaillez peut-être plus. Donc, voilà, mode statique, c'est un mode qui est génial pour l'éducatif. D'accord? Ben voilà, par exemple, au cours de yoga avec beaucoup de débutants, je veux apprendre Chaturanga, et ben je vais l'apprendre d'abord en statique. Comme ça, j'ai le temps de positionner tout le monde s'ancre bien dans son schéma moteur, et petit à petit, je vais amener vers plus en plus de mouvements. C'est évident, il suffit de le dire. C'est le mode statique sans mouvement, c'est un mode qui nous permet la pédagogie. Par contre, sachez une chose, c'est qu'en statique, je ne gagne de la force que dans l'amplitude que je travaille. Donc là, si je fais que du Chaturanga comme ça, statique, je ne vais pas réussir à descendre. Est-ce que c'est clair? Apparemment, merci. Alors, on continue. Chaîne, le mode musculaire, il est décrit aussi suivant une chaîne cinétique ouverte ou fermée. Donc, la chaîne cinétique ouverte, c'est celle du point vert. Hein. Et donc, c'est celle où l'extrémité est libre. Je suis en chaîne cinétique ouverte. Là, je fais des mouvements avec ma main dans le vide. Chaîne cinétique fermée, c'est celle où, à l'inverse, l'extrémité est bloquée et c'est le haut du corps qui bouge. Voilà. Donc là, c'est la racine du corps qui bouge, pardon. Donc là, par exemple, mon pied est bloqué et c'est ma hanche ici qui se fléchit en chaîne fermée. Ici, j'ai fixé ma main et c'est mon épaule qui bouge. J'ai inversé l'action. D'accord? Je suis dans une chaîne fermée. Voilà, je vois des regards interrogateurs. Perso, j'ai pas compris, excusez-moi. Pas de problème, je répète. Je vais décrire des actions musculaires soit en chaîne cinétique ouverte, soit en chaîne cinétique fermée. C'est important que vous le compreniez parce que dans les bouquins d'anat, quand on vous parle d'un muscle, on vous donne son action en chaîne fermée. La chaîne fermée, c'est très simple, ça veut juste dire que l'extrémité du membre, elle est fixe. Voilà. Ici, il a fixé sa main et c'est la racine du membre qui bouge. En Chaturanga, elle a fixé sa main, c'est sa racine qui membre.
qui bouge. Ici, elle a fixé son pied ne bouge pas, c'est sa hanche qui est mobile. Ça va? Dans un squat, par exemple, mon pied est fixe et c'est ma hanche qui bouge. C'est bon? Pourquoi c'est important à comprendre? Parce que vous allez le trouver dans les livres d'Anat et pour une autre raison. Un membre supérieur, donc un bras, chez le sujet lambda, il est habitué à travailler en chaîne ouverte, c'est-à-dire qu'on utilise la main dans sa fonction de préhension pour attraper un verre. Dès que, pour manger, pour s'habiller, pour se coiffer, c'est la fonction du membre supérieur. Donc, pour un sujet qui va être débutant ou qui va revenir après une blessure, les mouvements en chaîne ouverte vont être plus faciles à réaliser pour lui que les mouvements en chaîne fermée, qui seront moins intuitifs, moins ancrés dans son schéma moteur. Le membre inférieur, c'est l'inverse. On a tous l'habitude plutôt de marcher, de courir, de s'accroupir, d'utiliser son membre inférieur en chaîne fermée. C'est plus logique, c'est plus développé dans nos schémas moteurs. Et alors, pas pour des yogis confirmés comme vous, hein, d'accord? Mais en règle générale, on est plus à l'aise avec les pieds au sol et on est moins, la proprioception, la conscience, le schéma corporel est moins développé dès que le pied s'élève. Voilà. Donc, en retour de blessure, je me méfie plus des postures en chaîne ouverte du membre inférieur. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? C'était, j'ai l'impression, au niveau apprentissage. On a fini vraiment une partie théorique. Et on va faire de la palpation. On va s'auto-palper. Est-ce que vous voulez me poser des questions sur les contractions musculaires? Oui, j'ai une petite question, Muriel. C'est comme tu disais sur le renforcement dans la contraction statique. Oui. Tu disais que le renforcement va moins bien se faire en statique qu'en dynamique. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu voulais dire. Alors, pas moins bien, mais il va se faire uniquement en statique. Tu ne développes la force musculaire que dans la position que tu travailles. Donc, si, par exemple, là, je prends cette photo-là, Chaturanga, tu travailles toujours comme ça, que en statique pour apprendre, eh bien, tu ne vas pas développer la force pour descendre. Ah, d'accord. Okay. Voilà, tu le développes que dans la course que tu travailles, que dans la position dans laquelle tu travailles. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu moins intéressant. Tu ne développes pas la force dans toutes les amplitudes articulaires. Merci. Mais de ce fait, est-ce que en statique, justement, on ne développe pas je ne sais pas comment dire,